Nous avons l'immense plaisir d'ouvrir cette 12e édition du Forum. Ça fait 12 ans qu'on se retrouve là chaque année. Enfin, on est parti une année dans un autre lieu, mais on est là, fidèle au poste depuis 12 ans pour parler de l'agriculture et de l'alimentation et des grands enjeux qui l'animent. On est très heureux de vous retrouver ce matin. Pour la conférence d'ouverture, on va la faire en 3 temps. Un premier temps, un discours introductif d'Emmanuel Vastnex, le président de l'Open Agri-Food. Puis, nous inviterons Morgane Blin de France-Loire à monter sur scène parce qu'il nous a fait une grosse surprise et il vient nous la remettre. Et enfin, nous inviterons nos 3 grands témoins, Thémanuata Girard, Laurent Baud et David Anthony de la Voette, à monter sur scène pour eux aussi nous dire un mot sur ce forum. À toi, Emmanuel. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présent après effectivement un débat citoyen hier soir qui a été extrêmement intéressant et puis animé. On voit que les sujets de l'alimentation restent très très présents. Alors donc bienvenue à cet Open 2025. Quelques petits mots un peu d'histoire. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a créé donc l'Open Agri-Food sur l'impulsion de Florence avec Xavier pour aborder dans la concertation toutes les problématiques de l'alimentation saine, durable, bonne pour la santé. En fait, tout est lié. Donc, effectivement, c'est un moment qui se veut un lieu de concertation, un lieu d'échange, et ces échanges seront encore nombreux tout au long de cette journée, mais qui est surtout basé sur l'écoute, la bienveillance et puis aussi l'action. Nos actions, en fait, ont porté sur un certain nombre de points. Le premier, c'est que on a essayé de faire dialoguer l'ensemble des parties prenantes au tout début. C'était pas simple avec les ONG, avec les différents intervenants donc de la production agricole, de la transformation, de la distribution, toutes les parties prenantes, les collectivités locales et territoriales. Ensuite, on a fait un point sur nos filières. On y reviendra, je pense, beaucoup aujourd'hui sur l'engagement effectivement de ces filières et le danger qui nous guette aujourd'hui dans ce qui peut se passer. Et puis, on a concrétisé ces actions par l'Open Agri-Food Initiative, qui a mis en valeur un certain nombre d'actions qui ont été portées par l'Open et par les intervenants de l'Open, et qui s'est concrétisé par le grand projet en fait, de l'Open Agri-Food, qui est l'éducation à l'alimentation que l'on met en place. Donc maintenant, on a plus de 100 classes qui sont aujourd'hui formées par effectivement l'Open Agri-Food et l'ensemble des parties prenantes, qui démontrent l'intérêt qu'il y a pour ce sujet de l'alimentation, mais également que d'autres voies sont effectivement possibles. Et c'est extrêmement intéressant, et on a eu la chance d'avoir une proposition de loi de Olivia Grégoire qui veut remettre l'éducation à l'alimentation à l'école, qui est de notre grand projet. Alors un grand merci à l'ensemble de nos partenaires, bien sûr la région Centre-Val de Loire, l'État, la Direction Générale de l'Agriculture qui nous soutient depuis le début, la métropole, le Conseil Général, la ville d'Orléans. Vous verrez aussi des petits pitchs sur l'école de guerre économique qui nous a autorisé à diffuser un certain nombre d'éléments, et je pense que c'est effectivement important. Et puis merci bien sûr à l'ensemble des entreprises qui nous soutiennent depuis très longtemps, et à toutes les parties prenantes dans tous les domaines agricoles, les chambres d'agriculture, distribution, industrie, donc de façon à ce qu'on puisse effectivement aborder ces sujets-là. Un grand merci à Claude Rizac qui a beaucoup œuvré pour cet Open qui, vous allez voir, est un Open de qualité avec des gens de renom, les équipes de Confluence avec lesquelles on a également beaucoup travaillé, et je profite pour saluer Jérôme Ripoul et Christophe Tronchet qui nous ont beaucoup aidés. Et puis merci à Florence et son équipe, et à tous les intervenants qui vont faire de cet Open un moment très riche, dans une période qui n'est pas une période simple. On parle de souveraineté alimentaire, mais on parle aussi d'insécurité dans des domaines militaires, et qui effectivement nous touche directement. Je dirais que la souveraineté alimentaire, alors certains qui me connaissent un peu savent que ce mot, il m'agace un peu, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur. Donc effectivement, on va essayer de garder celui-là, parce que je préfère aussi parler d'autonomie, d'indépendance. On ne l'a jamais autant cité. En fait, le Made in France, les risques d'approvisionnement, et puis pourtant il y a plein d'injonctions contradictoires aujourd'hui. D'un côté, on a des vrais risques identifiés sur la pérennité de nos filières,
Et puis, sur la production de fruits et légumes, sur la production de viande, sur la production peut-être demain de lait, de poulet également, sur ce qu'on a pu voir. Et puis, on a aussi face à nous des multiples enjeux, des enjeux climatiques, des enjeux écologiques, des enjeux de bien-être animal et du regard qu'on peut porter, des enjeux sanitaires sur les troupeaux, on l'a vu cette année avec des troupeaux qui ont été énormément touchés, et puis des enjeux de santé publique, qui sont importants, et tout ça dans un débat économique et un débat de géopolitique qui effectivement est compliqué. Et ces demandes croissantes, en fait, et c'est tout un petit peu la schizophrénie de ce que l'on vit, on a des demandes croissantes sur une alimentation saine, durable, bonne pour la santé, et puis de l'autre côté, un risque majeur de chinisation de notre alimentation. Donc, pour faire un parallèle avec ce qui se passe un petit peu sur les légumes. Le consommateur veut du durable, veut du local, veut connaître ses producteurs, mais son acte d'achat arbitre parce qu'effectivement le pouvoir d'achat aussi est un sujet extrêmement important. Donc nous, acteurs économiques et acteurs de ces filières, eh bien on doit aussi arbitrer, caler, se projeter en fait dans un certain nombre de choses. La souveraineté alimentaire, c'est un enjeu majeur qui nécessite une approche globale et pas simplement sectarisée à nos contrées, et puis coordonnée. C'est ce qui manque sûrement aujourd'hui. Elle nécessite également de soutenir nos producteurs, et je pense que ça c'est un point clé, et on l'a vécu dans des initiatives qui ont été largement portées par un certain nombre, et on a la chance d'avoir le directeur général de Carrefour France ici, et qui apporte énormément ces apports locaux, et ça je pense que c'est important. Et puis de développer également des pratiques agricoles durables, tout ça encadré par une recherche, par des scientifiques qui nous permettent effectivement d'avancer, de caler, de se projeter, etc. Et bien sûr, tout ça ne pourra exister que si on sensibilise les consommateurs par de l'éducation de nos enfants, par de la pédagogie des plus grands enfants tels qu'ils peuvent être faits. Et je pense que dans nos entreprises, dans nos organisations, dans ce que l'on peut faire, on a aussi, et c'est important, le devoir d'avoir cette pédagogie alimentaire. Nous, on a formé tous nos salariés à l'alimentation dans l'entreprise, et je pense que tout ça, ça permet de porter un autre regard à l'image d'autres choses, comme par exemple les emballages ou des choses comme ça. Pour conclure et laisser la parole, je voudrais vous faire deux citations. Une qui est accrochée dans mon bureau depuis 25 ans, qui est un proverbe africain qui dit que lorsque l'homme aura coupé tous les arbres sur la terre, il se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Et le deuxième, c'est une citation très récente que m'a donnée une de mes collaboratrices de Paul Coelho. Lorsque nous nous y attendons le moins, la vie nous lance un défi pour tester notre courage et notre volonté de changement. À ce moment-là, il ne sert à rien de faire semblant que rien ne s'est passé, ou de nous dire que nous ne sommes pas encore prêts. Le défi n'attendra pas, la vie ne regarde pas en arrière. Je vous souhaite un très bel Open et de beaux travaux dans cet Open et sur cette souveraineté alimentaire. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. On va inviter Morgane Blin à venir sur scène. Alors Morgane est on s'était déjà bien croisés aux Journées nationales de l'agriculture et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un événement un petit peu particulier qu'on vous laisse nous expliquer. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. En fait, je suis très heureux d'être parmi vous pour mettre en lumière le partenariat entre France Loire et Open Agri-Food, puisque la démarche qui nous rassemble aujourd'hui autour de la souveraineté alimentaire et aussi de la justice sociale. Puisque finalement, le prix qui nous a été remis, France Loire, au Festival de la Santé organisé à Orléans, qui valorise l'innovation sociale, la transition durable et l'action collective sur nos territoires, eh bien, ce prix qui a été transmis par l'Union sociale pour l'habitat, qui est la confédération de tous les organismes HLM, a été financé par la Caisse d'épargne à hauteur de 5 000 €. Et il nous a semblé pertinent, au regard du partenariat que nous avions initié ensemble au mois de juin, que nous puissions redistribuer ce prix à Open Agri-Food. Alors pourquoi Open Agri-Food? Parce qu'on souhaite porter un message simple, c'est qu'un bailleur social a tout son rôle à jouer dans la souveraineté alimentaire. En effet, la souveraineté alimentaire, ça n'est pas simplement la production alimentaire, mais c'est aussi tous ceux qui vivent dans nos immeubles. Aujourd'hui, pour France Loire, 24 000 personnes, et qui, pour un grand nombre d'entre eux, vont avoir un accès à l'alimentation saine, locale et équilibrée, parfois peu évident.
Et donc, c'est le sens du partenariat qu'on a signé avec Open Agri-Food au mois de juin, qui est de dire croisons deux regards. L'un sur ce que l'on mange et l'autre sur l'endroit où on habite, avec une intention qui est commune, c'est prendre soin des gens. Parce qu'en combinant nos expertises, nous créons un chemin simple mais essentiel qui est permettre à chacun, quel que soit son parcours, d'avoir accès à une alimentation qui est bonne pour le corps, pour le cœur et pour le bien vivre ensemble. Et donc, ce prix illustre cette conviction que nous partageons. La transition durable ne se fera pas sans justice sociale. Et la justice sociale n'a de sens que si elle améliore concrètement le quotidien des habitants. Donc je souhaite très chaleureusement, et c'est à mon tour de le faire, remercier Open Agri-Food, car votre engagement incarne pleinement l'esprit de ce prix. Et pour conclure, de rappeler que l'alimentation et le logement sont deux piliers essentiels de la dignité humaine, et lorsqu'ils se renforcent mutuellement, ils créent de la santé, du lien social et de la solidarité. Donc un grand merci à Open Agri-Food pour cette collaboration, merci à la Caisse d'épargne pour son soutien, merci aux équipes France Loire pour leur engagement, et bravo à l'association. Continuons à avancer ensemble vers une transition durable, écologique et profondément humaine. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être faire une jolie photo. Oui. Merci. Merci beaucoup, on est très touchés. J'invite maintenant nos grands témoins à monter sur scène. Laurent Botte, Emmanuela Girard et Anthony... excusez-moi, David Anthony de la Voette. Laurent, c'est à vous de commencer. Voilà. Comme vous voulez, soit au pupitre, soit comme vous voulez. Vous asseoir si vous préférez, ça sera plus cool. Bien, donc je représente Orléans Métropole, voilà, en excusant M. Serge Gouard, le président que je représente. Mesdames, Messieurs, Madame la présidente de la région, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire de la préfecture, voilà, Messieurs les présidents de l'Open Agri-Food, Monsieur Morgan Blin, directeur de France Loire, que je retrouve jeudi à ce mois sur ma commune pour inaugurer une résidence sociale. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous viendrez avec le même... Bon. Mais avec plaisir, on vous accueille à ce mois jeudi. Je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir et l'honneur de vous accueillir à Orléans pour le 12e forum de l'Open Agri-Food. Je salue la démarche de l'Open Agri-Food d'organiser un débat citoyen qui a eu lieu hier soir et le forum aujourd'hui. C'est un espace de liberté où chacun peut s'exprimer. L'idée n'est pas d'aboutir à un consensus, mais d'écouter les arguments des uns et des autres, de tout mettre sur la table, sans tabou, d'où les controverses qui vont animer les débats. Vous avez choisi comme thème cette année la souveraineté alimentaire. C'est évidemment une question fondamentale, mais extraordinairement complexe. Si l'on parle de souveraineté alimentaire, tout le monde est d'accord, mais dès qu'on approfondit le sujet, de multiples questions se posent. De quoi parle-t-on? Souveraineté agricole ou souveraineté alimentaire? C'est quoi exactement la souveraineté alimentaire? Parle-t-on du local, du national, de l'européen, du mondial? Quel est le périmètre de cette souveraineté alimentaire? C'est une première question. En matière agricole, la France est un pays encore majoritairement souverain, avec la plus grande surface agricole d'Europe et ses hauts rendements. Mais faut-il continuer à exporter pour compenser des importations? Et pourquoi faudrait-il importer des productions que l'on pourrait développer sur notre territoire? Quel impact pour quelle filière? Est-il normal qu'on importe près de 50% de nos fruits et légumes? Comment se fait-il que la France importe de la farine et des pâtes alors même qu'elle est la première productrice et exportatrice de céréales? On pourrait également parler des importations d'intrants, comme les engrais, l'azote minéral ou le phosphate. Quid des questions environnementales? Comment se fait-il que l'on accepte d'importer des productions
qui ne respectent pas les normes environnementales qui s'imposent à nos producteurs locaux. Également, comment adapter nos productions agricoles au changement climatique? Quelles conséquences sur la santé? Et évidemment, la question fondamentale de l'éducation. Et enfin, dans quelle mesure a-t-on le choix de la qualité de notre alimentation, compte tenu des contraintes financières et du pouvoir des distributeurs à orienter la consommation? On voit bien que le sujet est très complexe et nous amène rapidement à poser la question: quelle agriculture voulons-nous et quelle est la place du citoyen dans l'enjeu de la souveraineté alimentaire? Toutes ces questions sont fondamentales. Je vous souhaite un très bon forum. Beaucoup. Merci Laurent. Thémanuata Girard, vice-présidente de la région Centre. Bonjour à toutes et tous, messieurs les maires, présidents, enfin dans toutes vos qualités, monsieur le secrétaire général. Ravi d'être parmi vous ce soir, ravi de représenter le président François Bonneau qui était là hier soir et qui s'excuse pour cette ouverture. L'alimentation, je pense que c'est en effet un vaste sujet qui est souvent évoqué à l'échelle mondiale. On a des sommets mondiaux de l'alimentation qui est évoqué régulièrement à l'échelle du coup européenne et nationale. Moi, je vais essayer de témoigner sur l'échelle plutôt locale, régionale, sur ce qu'on a essayé de faire et sur ce qu'on poursuit cette année, en tout cas, avec le président François Bonneau et avec tous mes collègues, que je salue d'ailleurs, qui sont présents dans la salle. Le 2025, c'est l'année sur laquelle on a choisi de lancer les Assises de l'alimentation. Les Assises de l'alimentation, l'objectif était vraiment de se retrouver, un peu comme l'Open Agri-Food quand même, du coup ensemble, de pouvoir travailler, contribuer, et nous avons donc défini 4 grands axes sur lesquels on a pu échanger avec vous. On a aussi des présidents de filières qui sont de la région qui sont présents aujourd'hui et sur lesquels on a voulu en tout cas avoir les contributions. Mais les Assises de l'alimentation, c'était aussi une volonté de ne pas se concentrer que sur la production ou que sur la consommation, le consommateur, mais bien sur l'ensemble de cette chaîne, donc ce continuum qu'on a voulu renforcer, qui compte la production en effet, mais aussi la transformation comme vous êtes aujourd'hui présents, la distribution, parce que ce sont des acteurs avec lesquels nous, en tant que collectivité, on échange peu, et bien entendu le consommateur, citoyen, qui est citoyen une fois, ou consommateur une autre fois, ou les deux en même temps, et on a essayé vraiment de s'appuyer sur ces données. Mais on a aussi voulu aller un peu plus loin. On a voulu aller un peu plus loin parce que quand on parle alimentation, on parle aussi culture. Notre alimentation, elle a une histoire. On a pu l'évoquer hier soir. C'est historique. Tout le monde parle de l'alimentation. En plus, quand on parle d'alimentation, on parle aussi de notre santé. On est vraiment de plus en plus touché par les impacts d'une alimentation sur la santé. On a parlé de diabète hier. On peut parler d'obésité. On peut parler vraiment de ces problèmes de santé cardiovasculaire également. Donc, il faut le prendre en compte, et pour autant, les acteurs qui travaillent sur l'alimentation au sein de la santé sont très éloignées en fait de nos collectivités et de ce qu'on peut proposer. Elles sont très présentes quand on parle de sujets santé, mais dès qu'on fait le lien entre l'alimentation, donc de ces sujets, et la production, on a vraiment des disparités assez importantes. Donc on a choisi d'aller un petit peu plus loin et avec ma collègue Sylvie Dubois, on essaye de voir quelles sont les passerelles qu'on peut mettre en place. On a aussi choisi de parler éducation, et là, du coup, on s'y retrouve. Mais on a voulu apporter, du coup, sur le volet éducation, vous le savez, à la région, on est plutôt sur l'aspect des lycéens, donc où c'est un âge, c'est pas évident, en effet, on a la volonté de sortir de l'établissement, on a la volonté, du coup, de cette nouvelle alimentation qui est proposée, et donc la sensibilisation, elle se fait différemment. Et avec Carole Canette, on s'est posé la question de
pourquoi, alors qu'on propose dans nos restaurants scolaires une alimentation saine, durable, équilibrée, enfin en tout cas on essaye de le faire et on avance sur ces chiffres, pourquoi on a de plus en plus d'élèves, dès qu'ils sont dans un lycée, un établissement dans un milieu très urbanisé, ils sortent. Ils ne souhaitent plus manger dans ces restaurants scolaires. Donc l'objectif, il était bien de comprendre pourquoi ils ont cet acte-là, parce que on peut pas. Ils ont pourtant accès à ce repas équilibré, et pour certains, c'est parfois le seul repas équilibré dans la journée. Donc qu'est-ce qui les pousse à aller plus loin? Et j'avais pas vu que Madame la directrice était là. Bonjour Madame la directrice. Et l'autre aspect, il est vraiment aussi un vrai travail avec nos restaurateurs, un travail sur l'attractivité de notre territoire. On a cette fierté, on a la chance en région Centre-Val de Loire d'avoir une multitude de productions. Souvent, on nous dit que c'est pas évident parce que on n'a pas de plat typique de la région Centre-Val de Loire. On n'a pas d'image de la région Centre-Val de Loire sur notre alimentation. En effet, on n'a pas de cassoulet, mais on a des bons fromages, on a des très bons vins. Et cette multiplicité de ces productions, j'ai le sentiment, moi, que c'est vraiment une plus-value, parce que ça nous permet de toucher un panel très large. C'était cité hier que si on voulait vraiment faire la promotion de nos productions, il fallait pouvoir proposer une multitude de produits, en tout cas en avoir beaucoup plus. Et donc cette attractivité-là, on essaye de la travailler, de la renforcer, que ce soit au niveau gastronomique, au niveau culturel, mais aussi au niveau savoir-faire des producteurs et de la transformation. Et je pense bien sûr aux artisans qui ont aussi ce travail et qui, en tout cas, en témoignent chaque année. Et c'est ce passage de savoir qui est intéressant. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a essayé de se mettre autour de la table, d'écrire. On a beaucoup écrit, vous a beaucoup écouté. On va présenter ça en conseil régional, le mois prochain. Et on va voter cette stratégie alimentation 2030 qui va nous permettre, en tout cas, de poursuivre l'engagement que la région a aujourd'hui et d'aller de plus en plus sur une alimentation, qu'elle soit saine, qu'elle soit durable, mais qu'elle réponde aussi à la demande des citoyens, des acteurs économiques, des producteurs et de notre territoire. Donc vraiment, on a souhaité faire ça. Vous dire quelle est la solution de demain supplémentaire pour qu'on puisse répondre à tous les enjeux quand on connaît la problématique cette année pour les grandes cultures dans notre territoire, de tous les enjeux quand on connaît la problématique aussi sanitaire sur nos élevages et la problématique qui peut être entre des relations commerciales entre différents acteurs et aussi la problématique du pouvoir d'achat. En tout cas, je pense que le sujet, c'est que l'alimentation, il y a 10 ans, on n'en parlait pas de la même manière. Aujourd'hui, elle est de plus en plus sur la table. Elle concerne tout le monde. Il y a une vraie transversalité et qu'on a la conscience de cette transversalité. Et que lorsque certains disaient « ça ne nous concerne pas », on est sur des marchés publics. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça concerne vraiment tout le monde et tout le monde s'y intéresse. Je connais très peu de monde qui dit, lors des élections, nous, l'alimentation, pour qu'elle soit saine et durable, on s'en fiche un peu. Donc vraiment, c'est ça, je trouve que la grande avancée, elle est là. Mais j'ai quand même envie de dire, je pensais à un cliché hier soir, je me dis, on a cette alimentation, on veut qu'elle soit saine, mais on a bien ce bien vivre, il a été cité, cette cohésion, cette justice alimentaire qui est nécessaire. Et je me dis, une soirée bière, foot, pizza, entre guillemets, c'est sûrement pas bon pour la santé, mais une soirée bière, foot, pizza avec une bière locale, une pizza c'est qui le patron devant un foot féminin, c'est plutôt pas mal, donc charge à vous d'y remédier. Merci. Merci beaucoup. Juste un petit témoignage. L'Open Agri-Food a participé aux Assises de l'alimentation et je témoigne qu'on a beaucoup travaillé et que les ateliers étaient extrêmement bien animés. Donc forcément, il va ressortir des choses incroyables pour notre région. Merci. Monsieur Delavouette, c'est à vous. Monsieur le Président d'Open Agri-Food, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités, des services de l'État, Mesdames, Messieurs.
Alors, je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous pour l'ouverture de cette session d'échange, de cette Open Agri-Food, de cette édition, sur un sujet, comme ça a été dit par les précédents orateurs, absolument majeur. L'alimentation, c'est beaucoup de choses, mais c'est en particulier, pour ce qui nous occupe, 3 sujets majeurs. 1, la santé. 2, un patrimoine économique et culturel. 3, la souveraineté alimentaire. Alors, je vais commencer par la santé parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, il faut savoir que en 200 ans, durant les 200 dernières années, eh bien, l'espérance de vie en France a triplé. Avant 1815, l'espérance de vie à la naissance d'un Français était de 28 ans. Puis, grâce à une pratique agricole qui a permis de découvrir la vaccine, eh bien, on a gagné 10 ans. Donc après 1815, c'était 38 ans, l'espérance de vie moyenne en France. Puis la révolution pastorienne, 10 ans de plus. D'ailleurs, Pasteur, pasteurisation, etc. Bon, on a encore un lien avec l'alimentation. 1945, généralisation de la pénicilline. Là encore, on a gagné, on a approché, on a frisé la soixantaine en termes d'espérance de vie. Concomitamment, depuis 1945, une croissance et une sécurisation sans précédent de l'agriculture sur notre continent européen et ailleurs dans le monde. Donc une capacité à donner accès au plus grand nombre à une alimentation de qualité, en quantité d'abord, aussi en termes de calories, mais également en variété, avec des protéines animales qui n'étaient pas accessibles à tant de monde que ça, avant 1945. Des laitages, naturellement. Bref, une alimentation qui a permis d'atteindre l'espérance de vie que l'on connaît aujourd'hui, à l'orée de 80 ans à peu près. Alors, la prochaine révolution sera une révolution biotechnologique sur les médicaments contre le cancer, contre un certain nombre d'infections, qui permettra de franchir encore cette barre. Toutefois, on voit bien qu'il y a eu un enjeu majeur en termes de santé sur l'alimentation. On a touché les limites avec parfois une production un peu trop productiviste, on va dire, qui a, parce que c'était l'ignorance scientifique, on n'avait pas le recul suffisant, attention, je ne jette la pierre à personne, c'est qu'il fallait pratiquer, il fallait saisir les limites de nos pratiques agricoles pour comprendre que certaines pratiques pouvaient contrebalancer les effets positifs de cette production offrant la meilleure alimentation possible au plus grand nombre. On en est là aujourd'hui. Ma grand-mère disait on creuse sa tombe avec ses dents. Effectivement, il faut faire attention à ce que l'on mange pour pouvoir préserver sa santé. Les problématiques liées à l'obésité, liées aux maladies cardiovasculaires, sont des problématiques parfois, en partie, liées à l'alimentation. Il y a une prise de conscience des services publics, des pouvoirs publics, collectivités, États, de la profession, je tiens à le dire, il y a une véritable prise de conscience de l'industrie agroalimentaire, des producteurs agricoles, de ce sujet, avec une vraie volonté maintenant de produire mieux pour pouvoir produire une alimentation qui donne la santé sans avoir des effets négatifs involontaires, des effets secondaires, on va dire. Donc il y a cet enjeu vraiment de la santé qui est majeur et on retrouve ça évidemment dans un certain nombre d'initiatives pour mieux manger. Il y a notamment l'éducation au goût, l'éducation à l'alimentation évoquée par Madame la vice-présidente du Conseil régional. C'est un élément absolument majeur. Il y a également la volonté d'avoir des projets alimentaires territoriaux qui permettent d'avoir une alimentation de proximité qui répondent aux besoins localement tout en préservant l'environnement. On a un affichage en termes d'objectifs fixés notamment par la loi Egalim. Je prendrai un exemple qui avait là également été évoqué par Madame la vice-présidente mais qui est très parlant, c'est la restauration collective, avec un objectif de 50% de produits durables et de qualité en valeur, avec au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique. En région Centre-Val de Loire, on en est déjà à la moitié de l'objectif, avec 10% de bio et 25 produits durables et de qualité dans l'alimentation collective. C'est un bel effort. On est au milieu du gué, il faut le poursuivre. Mais il faut également convaincre
et amener notre population, à commencer par les jeunes, qui sont les premiers à éduquer, à reproduire ces habitudes chez eux et déjà à consommer dans la restauration collective cela. J'en viens donc au sujet du patrimoine économique et culturel majeur. On est quand même un pays qui a transformé nos chefs de cuisine en rockstars. On a des rockstars dans tous les territoires. Alors évidemment à la télévision, mais pas que. Moi, je me déplace beaucoup professionnellement. Je vais de région en région, et dans chaque région, eh ben, il y a un Christophe Hay, il y a un Jean Sulpice, d'où je viens précédemment. Vous avez des véritables rockstars locales qui sont des têtes de pont, des exemples à suivre, qui ne font pas tout, bien sûr. Hein. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est la rockstar. Derrière tout ça, on a eh bien, la volonté de professionnels de la restauration, de l'alimentation, de l'agroalimentaire, de faire bien, de se mettre au niveau, puisque c'est une émulation. La semaine dernière, je vois Madame la vice-présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat régional, j'étais à la cérémonie des 100 ans, avec notamment la remise des diplômes aux alternants, aux apprentis, pardonnez-moi, parmi lesquels, évidemment, de nombreux apprentis des métiers de bouche. Vous voyez toute cette jeune génération, vraiment, qui avait envie eh bien, de travailler avec une nouvelle vision, une vision conforme à ce que je viens de dire, c'est-à-dire la volonté de cultiver un patrimoine alimentaire, de pratiquer eh bien, des techniques apprises, précieuses de la gastronomie française, et puis d'appliquer, d'utiliser des produits locaux, de valoriser le terroir et le territoire. Et là également, c'est important, je vois le président de la Chambre d'agriculture régionale parmi vous, c'est important de permettre aux agriculteurs de valoriser la production locale, de valoriser leur savoir-faire, parce que, évidemment, c'est la qualité des produits fournis par les agriculteurs qui permet eh bien, cette variété gastronomique au plus haut niveau, mais également dans notre quotidien, d'avoir des aliments sains, des aliments de qualité, d'avoir envie de manger des plats, on va dire, cuisinés avec des aliments sains et équilibrés, et pas vouloir faire la pizza party tous les soirs. Donc, trouver du plaisir dans des produits variés, une alimentation variée, saine et locale. Et pour cela, eh bien, on a besoin de nos agriculteurs, on a besoin de valoriser leurs produits, on a besoin de leur expertise, on a besoin de leur donner des débouchés, ce qui m'amène au troisième point, la souveraineté alimentaire. Il n'aura échappé à personne que les temps sont troublés au plan international, le contexte géopolitique est complexe. Quand j'étais jeune lycéen, j'ai vu qu'il y avait des lycéens, je crois, qui étaient là et qui sont partis, qui ont dû aller dans d'autres ateliers, je suppose. Eh bien, quand j'étais jeune, on parlait de pétrole vert, hein, on parlait le pétrole vert et on parlait d'armes alimentaires. Plus tard, quand j'ai fait mes études, il y avait un prix Nobel d'économie qui s'appelait Amartya Sen, qui a travaillé sur la problématique des famines. Donc, il était prix Nobel 98, et il avait déterminé qu'en réalité, dans le contexte international actuel, de la fin des années, de la fin du XXe siècle, il n'y avait plus de famine provoquée par de mauvaises récoltes. La production alimentaire mondiale était suffisante pour nourrir la planète entière. Il avait déterminé que les famines qui étaient bien réelles, qui d'ailleurs on en a encore de nos jours, étaient liées à des désordres, des déséquilibres dans la distribution alimentaire, souvent liés à des guerres ou à des désordres, on va dire, majeurs internes à des pays. Donc on voit bien que pour s'assurer de l'alimentation de notre population, eh bien, on ne peut compter en réalité que sur nous-mêmes. Et donc, en cas de crise, ce sont bel et bien les agriculteurs français, ce sont bel et bien les distributeurs et l'industrie agroalimentaire française qui pourra sécuriser et assurer l'alimentation de la population. Donc c'est absolument majeur, c'est fondamental. Sur l'ensemble de ces
3 problématiques. L'État est mobilisé. Alors, Madame la directrice de l'agriculture en face de moi et son adjointe sont là auprès de vous et œuvrent quotidiennement sur tous ces sujets, les sujets auprès des agriculteurs, les sujets liés au plan d'alimentation territoriaux, la mise en œuvre de la loi Egalim pour ce qui les concerne, puisque c'est évidemment d'autres services de l'État sont impliqués dans ce sujet. Madame la directrice ainsi que l'ensemble des services de l'État, la préfète en tête était présente également aux assises de l'alimentation, événement que je tiens à saluer, qui était vraiment un événement, je dirais, assez fondateur sur ce sujet. Il y a eu des débats extrêmement riches, on a pu avoir une vision très large, et puis surtout c'est le point de départ affirmé de la volonté de continuer à travailler sur ce sujet majeur collectivement, dans le sens que j'ai indiqué, avec ce souci local, mais également ce souci d'assurer dans la durée, dans le temps, la meilleure alimentation possible pour nos populations, avec évidemment à la clé aussi la prospérité pour nos entreprises de l'agroalimentaire, de l'agriculture, des métiers de bouche et évidemment des services. Je vous remercie. Merci beaucoup.